Et je vous fais enfiler une robe de chambre. Malgré l'abondance de fleurs sur la robe de chambre, c'est ici un vêtement typiquement masculin. Un vêtement d'intérieur, un vêtement que vous diriez mou de sport, de détente. Donc, je vous prierai de vous asseoir, monsieur l'historien. Pour faire la queue de rat, en fait, on va utiliser un ruban. Ici, c'est un simple ruban de coton. Puis, ce que je fais, je viens faire une boucle avec les deux extrémités inégales. Donc, un côté beaucoup plus long que l'autre. Comme c'est ici. Puis après, je vais vous faire lever, monsieur, pour... Bon. Et ce que je viens faire, c'est enrouler la queue de cheval avec le ruban pour en faire quelque chose de serré et solide. Là, je suis en train de réaliser qu'étant derrière, vous ne voyez presque pas ce que je fais. Mais... Je vais me retourner une fois pour que vous puissiez voir le rendu. On ne réfléchit pas toujours à tous les angles et ce qu'il faut faire pour la présentation, mais la chaise est présentement mieux indiquée pour la deuxième coiffure. Donc, il fallait faire un choix, et puisque je suis en train de m'en mêler avec mes rubans, voilà. Donc, j'ai enroulé vers le bas, et maintenant, je reviens vers le haut, tranquillement. On parle de coiffure depuis le début. Ce que je veux dire, c'est qu'au 18e siècle, le terme se coiffer, c'est l'action de mettre un chapeau ou un bonnet sur la tête. Donc, on ne parle pas de coiffure ni masculine ni féminine, mais on parle plutôt d'un accommodage. C'est ce qu'on retrouve dans les sources. Donc, monsieur l'historien, vous pouvez vous lever. La queue de rat est maintenant terminée. Puis, on parle de queue de rat, c'est un terme que je n'ai pas retrouvé dans les sources. C'est plutôt quelque chose de moderne pour mettre en opposition avec la queue de cheval. Reste encore à savoir comment les gens au 18e siècle appelaient exactement cet accommodage. Au passage, un petit oubli de notre part. On n'a jamais véritablement dit ce qu'était une chevelure parfaite au XVIIIe siècle. On est tombé sur un traité de 1767 de M. de Garceau, L'art du perruquier. Vous allez entendre ce nom et ce titre souvent dans cette conférence, c'est notre source principale. Et il donne une définition assez sympathique et qui correspond assez bien à ma chevelure, je trouve, de la définition de la chevelure quasi parfaite au XVIIIe siècle. La citation est la suivante. Comme depuis François Ier, les prérogatives qu'on avait attribuées aux cheveux et à la barbe sont abolies, ceux qui ont de beaux cheveux en font ce qu'ils veulent, sans tirer à conséquence. Mais la beauté que nous avons assignée à nos cheveux est une beauté rare. Peu de personnes, surtout les hommes, se trouvent les avoir avec toutes les qualités nécessaires, dont voici les conditions, qui sont d'être raisonnablement épais et forts, d'une belle couleur de châtaigne plus ou moins foncée, ou d'un beau blond argenté, d'une longueur moyenne, descendant jusqu'à la moitié du dos. Il faut encore que sans être crépé, il frise naturellement, ou du moins qu'il tienne longtemps la frisure, que les tempes et le dessus du front soient suffisamment garnis. Il me semble, monsieur l'historien, que n'eût été la couleur de châtaigne, vous auriez une chevelure parfaite. Vous devez en être jaloux comme un gueux de sa besace. Donc, pour pouvoir mieux accommoder cette chevelure, nous allons vous enlever la queue de rat, vous enlever aussi le micro. Je sais, je ne devrais pas savoir ce qu'est un micro, mais nous devons jouer avec l'art de la scène en même temps. Donc, je vais vous passer un peignoir pour pouvoir protéger votre robe de chambre. Et
nous pouvons enlever, retirer ceci. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve encore chez les coiffeurs, les coiffeuses aujourd'hui pour protéger les vêtements de la coupe, des cheveux fins qui sont, voilà, comme ça ici. Vous pouvez vous asseoir. Considérant l'abondante chevelure de Michel, ce que je vais faire, je vais seulement faire la préparation pour la moitié avant des cheveux. Vous imaginez que je ferai la même chose pour la partie arrière aussi. Parce que Michel possède une chevelure vraiment très abondante. Les coiffeurs et coiffeuses avaient l'habitude de me dire que j'avais des cheveux épais. Et depuis que nous allons chez le coiffeur ensemble, ils se taisent devant ma chevelure. Comme ceci. Je vais juste dégager la partie arrière qu'on ne va pas utiliser. On va peut-être se déplacer un petit peu vers la droite pour pouvoir avoir accès un peu plus facilement aux outils. Parfait. Comme ça ici. Donc, la première chose que je vais utiliser, c'est ce qu'on a... peut-être enlever le chignon qu'on vient de faire. C'est une pommade. C'est fait avec du gras de mouton ou du gras de porc qui a été lavé longtemps, souvent, durant, je me souviens plus, 1, 2, peut-être 3 semaines. Puis par la suite, qui a été rajouté des odeurs à l'intérieur pour pouvoir donner un peu plus de tenue aux cheveux. Donc, on va aller faire ça ici. La pommade que j'utilise, elle a une belle odeur d'orange. Je ne sais pas si l'odeur peut se rendre jusque dans les premières rangées. À l'arrière, ce serait vraiment impressionnant si, si l'odeur pouvait se rendre jusque-là. Donc, j'utilise des peignes qui sont des peignes en corde. Il y a des peignes ordinaires. Il existe des peignes à large dent pour les chevelures qui sont très, comment dire, qui sont très emmêlées pour pouvoir les démêler. Et il existe aussi un peigne, comme ça ici, à 2 fins, des fins régulières et des fins un petit peu plus fines. Ce que vous appelez aujourd'hui un peigne à poux. Ce peigne-là est pratique pour, je suis en train de m'avancer un petit peu dans mon texte, mais c'est pas grave, il est pratique pour retirer la poudre des cheveux. Parce que là, on va se le dire, je graisse abondamment les cheveux de Michel avec ma pommade pour pouvoir faire... Oh! La pommade, c'est glissant. Pour pouvoir faire tenir la poudre aussi. Si on met seulement la poudre sur le cheveu, ben, elle a tendance à glisser et tomber plus facilement. Tandis que si on graisse le cheveu, on va avoir, comment dire, la poudre va pouvoir rester, puis on va pouvoir avoir ce qu'on voit dans les portraits. C'est ici, ça devrait être devant, ici. On voit que plus je mets la pommade, plus l'effet fraîchement sorti de la rivière commence à faire fondre un peu la pommade. Ce que je pourrais faire... il me reste un petit échantillon de pommade au citron. Je pourrais peut-être la faire passer dans les... Est-ce que Gisèle, je peux... pour faire sentir... Oh, je suis en train de perdre mon micro en plus. Oh, tout va bien.
Donc, ce que nous allons faire, je vais séparer les parties qui sont proches du visage en trois parties. Deux sur les côtés. Ceci. Ici. Il existe aussi des peignes à queue qu'on appelle comme... on en voit un à la figure 12 et un à la figure 11. Les peignes avec une espèce de manche. Garçon dit que c'est plus pour les femmes qu'on utilise. Que le manche, présentement, serait pratique pour pouvoir séparer la chevelure. Donc, je vais vous présenter le cornet, qui est en fait un carton roulé qui sert à protéger le visage de la poudre. La poudre, elle est faite d'amidon. Faites ce qu'on veut. Je me suis mélangée en mes étapes. Il ne fallait pas que je fasse ma séparation tout de suite. Voilà. Désolée, je crois qu'il y a un peu de stress. Ce qu'on veut, c'est vraiment de venir poudrer pour alléger la chevelure. D'une apparence mouillée, elle va redevenir avec une apparence un peu plus, comment dire, avec une apparence plus aérienne, plus sec. La poudre, elle est faite d'amidon. Ça peut être de l'amidon de blé, de l'amidon de riz, ou selon la toilette de Flore, c'est l'amidon de patate qui serait la meilleure poudre. Il peut aussi avoir des cendres à l'intérieur parce que dans la préparation des savons, c'est la cendre qu'on croit qui nettoie le mieux. La poudre, pour les gens du commun, va plutôt être appliquée le soir avant d'aller se coucher pour essayer de faire agglutiner la poudre au sébum qui s'est accumulée dans la journée. Et on s'endort avec un bonnet sur la tête. Au petit matin, la poudre ayant été en contact avec le sébum devient un petit peu plus pâteuse, plus épaisse, et c'est là que mon peigne à deux fins est important. On vient retirer l'excès de poudre, l'excès de pâte de poudre avec le sébum pour ça va toujours bien à l'intérieur du cornet? C'est la partie qui est un peu longue. D'où l'importance d'avoir un peignoir parce que, comme vous voyez, je mets beaucoup de poudre un peu partout. Je peux en parler tout de suite parce que les perruquiers, au 18e siècle, ça fait à peu près, corrige-moi Michel si je me trompe, ça fait 100 ans à peu près qu'ils sont présents. Donc, les perruquiers, comme le nom l'indique, font surtout des perruques, s'occupent surtout des perruques, et les perruques, durant ce siècle-là, étaient surtout dédiées aux hommes. Les femmes n'en avaient presque pas, plus pour des questions de maladie ou d'absence de cheveux. C'est ici. Ce qui fait qu'au début du 18e siècle, un nouveau corps de métier est apparu qu'on a appelé les coiffeurs et les coiffeuses. Mais vers 1760, la mode capillaire féminine commence à prendre de l'expansion. Les ajouts de faux cheveux prennent de l'expansion aussi, ce qui fait que les coiffeurs, coiffeuses deviennent de plus en plus manger l'emprise que les perruquiers avaient sur la chevelure, et il apparaît une espèce de guerre de clochers entre les deux cas. Dans l'art du perruquier, Garceau écrit que ceux qui se nomment coiffeurs et coiffeuses, mais qui ne font pas partie du corps des perruquiers, sont saisissables, ce qui veut dire qu'ils peuvent être arrêtés par la police. La réponse
des coiffeurs vient 2 ans plus tard dans un pamphlet d'environ 16 pages et les coiffeurs nomment les perruques, parlent d'une engeance perruquière qui ne savent accommoder les cheveux de la gente féminine. Nous vous écoutons, nous ne sommes pas comme ces perruquiers qui ne vous écoutent pas et qui ne font que des barbes, qui ont des doigts savonneux après avoir fait la barbe des gens. Donc voilà, c'est ici, ça. Et sans qu'on s'en soit rendu compte, je suis en train de faire mon premier marteau en essayant de ne pas blesser Michel avec les épingles. Les épingles, il existe des reproductions, mais je n'ai pas encore atteint la dextérité pour pouvoir les utiliser adéquatement. Oh. Là, un marteau va se faire mal. Derrière. C'est ici. Puis, on va remettre un peu de poudre en dessous. Voilà. Faut que ça tienne un petit peu mieux. C'est pas toujours évident. C'est ici. Donc, j'utilise un simple bougeon de bois pour pouvoir enrouler la mèche de cheveux, puis en faire un marteau, comme c'est ici. Vous voyez mieux qu'avec la queue de rat. Donc, vu que nous savions que l'accommodage ici serait plus long que la queue de rat, nous avons voulu placer et faire le moins de déplacement possible, parce que, voilà, comme c'est ici. Bon, je crois que ce ne sera pas ma meilleure fois, mais je peux mettre ça ici. Joseph, arrête de rire. J'ai parlé de la poudre, j'ai parlé qu'il pouvait y avoir de la cendre, des eaux broyées séchées à l'intérieur. La poudre aussi est parfumée, parce que, un peu comme les gens aujourd'hui, on aime le parfum. Puis pour ceux qui disent... Oh, j'ai oublié mon bougeon de l'autre côté. Les gens, à l'époque, mettaient beaucoup de parfum parce qu'ils ne se lavaient pas. Je vous suggère de regarder dans votre propre pharmacie le savon, le revitalisant, la crème pour le corps, le déodorant. Ce sont tous des produits qui, majoritairement, vont être parfumés. En plus, vous vous lavez combien de fois? Une fois par jour? Une fois ou 2 jours? Vous devez être sale pour devoir utiliser autant de parfum pour camoufler l'odeur qui en est. Donc, c'est... des fois, lorsque des préjugés sont... voilà. Lorsque des gens vous parlent de préjugés envers une époque, essayez de l'appliquer à votre époque, à vous. Le meilleur exemple que j'aime utiliser, c'est le fameux, j'ai de la misère à dire le nom, vous allez vous moquer, le Febreze. L'annonce dit, on nettoie les tapis. En fait, tout ce qu'on fait, c'est vaporiser quelque chose qui sent bon sur une odeur qui est plutôt acide. Le vaporisant étant plutôt basique, il y a une réaction chimique qui neutralise l'odeur. Mais ce qui cause l'odeur, si c'était là, va encore en produire par la suite. Donc, ce n'est pas nettoyé. Il faut toujours un peu réfléchir un peu plus loin que ce que la logique nous semble d'abord. La même chose, quand les gens de la haute disent
Ah, t'as un marteau à panneau. Il y a une petite porte en avant qui ne veut pas rentrer avec les autres dans le mur. Puis j'imagine que je suis la seule qui le voit. Voilà, ça c'est plus en haut. Ah, ici. À l'époque, les gens de la haute voulaient absolument aller faire élever leurs enfants à la campagne plutôt qu'en ville parce que c'était plus pollué. C'était trop pollué en ville par rapport à la campagne. Là, quand on regarde les chiffres, je ne saurais pas dire exactement combien de personnes habitaient à Québec dans ces temps-là, mais c'est pas... c'est pas mal. Donc, pour terminer, on va faire un petit crêpé sur le dessus de la tête pour donner un peu plus de volume. Ici. Ça. Non, j'en ai pris trop large. Je vais... C'est ici. Voilà. Prendre ici. Et pour faire un crêpé, la technique n'a pas changé depuis. On rabat les cheveux vers l'arrière pour avoir une espèce de masse. Il se faisait aussi avec les cheveux perdus le terme de l'époque je suis en train de l'oublier, mais des espèces de masses de cheveux qu'on a perdues pour puis on va faire un petit tapé par-dessus pour que ça ait l'air naturel. Voilà, comme ça ici. Et je vais venir terminer. Ici. Là. Comme ça. Évidemment, on va terminer avec encore un peu de poudre. Parce qu'il n'y en a jamais trop. Voilà. Peut-être redescendre un petit peu pour pouvoir atteindre la racine. Donc, on avait une chevelure très foncée au départ, puis on voit, lorsque c'est poudré, qu'elle a pâli. Donc, les cheveux ne sont pas nécessairement blancs. On voit toujours le fond foncé qu'il y a derrière. Mais, j'ai deux petits rebelles ici. On va pouvoir retirer le cornet. Recommencer à voir. Et je vais terminer la coiffure en insérant les cheveux dans une bourse, qui est un petit sac de taffetas de soie noire carré sur lequel on met une décoration. Ici, c'est une belle petite boucle. Comme c'est ici. Et j'attache le petit sac comme ça. Ici. Et voilà. La partie. Dis donc, il a fait chaud dans le cornet. Et voilà, comme c'est ici.